De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Trésor Kibangoula, journaliste, et de nos éditorialistes Jean-François Candicombé et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. La date de l'élection présidentielle, voilà l'objet de toutes les préoccupations en République démocratique du Congo. Le scrutin doit, selon la Constitution, se tenir avant la fin de l'année 2016. Mais dans les faits, il est peu probable que ce soit le cas, faute de moyens alloués à son organisation. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'année 2016 devrait être une année électorale en République démocratique du Congo. Cependant, les réalités sur le terrain ne rassurent pas quant à la tenue de l'ensemble des scrutins en général et particulièrement de la présidentielle qui, selon la Constitution, devrait se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président fixé au 20 décembre 2016. Plusieurs facteurs entravent le bon déroulement du processus électoral, notamment le financement, le consensus au sein de la classe politique, mais aussi la question de la révision du fichier électoral. À ces propos, l'audit dirigé par l'Organisation internationale de la francophonie a relevé que 20% de l'électorat était absent du fichier. Un électorat constitué en grande partie de nouveaux majeurs, pouvant considérablement peser sur le choix des prochains dirigeants du pays. C'est dans cette optique que la Commission électorale nationale indépendante a lancé le 7 mai 2016 le test des kits d'enrôlement, une opération précédant la révision du fichier électoral qui, selon la CENI, débutera au mois de juillet 2016. Sur les 11 scrutins prévus pour l'ensemble du processus électoral en République démocratique du Congo, un seul a été organisé, à savoir celui des gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est le président de la République qui doit rassurer les esprits et les pacifier en déclarant sur une question qui est l'objet aujourd'hui des fortes suspicions que non seulement il n'envisage pas de se représenter à la suite d'un tripatouillage constitutionnel aux futures échéances électorales, mais qu'au demeurant, dans le respect de la Constitution, le scrutin présidentiel va pouvoir être convoqué. Et il y a eu des faits dans le passé, sur les 2 dernières années, qui ont tendu à montrer que le camp présidentiel pouvait être habité par l'idée de violer la Constitution et d'aller dans le glissement. Quand l'opposition estime que le président Joseph Kabila est le seul à décanter la situation, du côté de la majorité présidentielle, on insiste sur un ensemble d'obstacles techniques qui justifient à ce jour la situation dans laquelle le processus électoral congolais est plongé. Je pense que la communication que la CENI doit faire, c'est de nous expliciter ce que ça veut dire nettoyer le fichier électoral. De toute évidence, il ne s'agit pas d'effacer avec un chiffre pour le remplacer par un autre. Le nettoyage du fichier électoral, c'est-à-dire, par exemple, l'intégration de nouveaux majeurs. Mais il ne s'agit pas de nous compter ici dans la salle, c'est d'aller à Massina, d'aller à Kingasani, à Kitegomosi, n'importe où pour retrouver ces gens-là. Les financements des élections, la révision du fichier électoral, les consensus au sein de la classe politique, un ensemble de préalables sans lesquels les élections en RD Congo restent compromises. Pour la CENI, l'attention est à ce jour focalisée sur la révision du fichier électoral. Avec le recrutement du fournisseur, il y aura la fabrication ou bien la production des matériels, le déploiement de ces matériels et les personnels, et maintenant la collecte des données. Après la collecte des données sur terrain, nous ferons la consolidation de ces données au niveau central pour avoir un fichier fiable. Nous avions fait une évaluation. L'évaluation nous a donné plus ou moins des projections en termes de temps qui indiquaient qu'il nous fallait un minimum de 16 mois et 1 jour pour terminer toute cette opération. À en croire la CENI, il est donc exclu d'organiser les élections en 2016, ce qui impose un consensus, lequel ne peut s'obtenir qu'en se mettant autour d'une table. Dès lors que la CENI, qui est le pouvoir organisateur, dit qu'elle est incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire au 27 novembre 2016, il faudrait qu'il y ait un consensus au niveau de la classe politique pour voir ce que la CENI a dit et ce que eux, les politiques, vont dire pour trouver un compromis pour que ce processus soit un processus électoral apaisé.
Malgré l'incertitude sur la date de la tenue des différents scrutins, du côté de l'opposition, l'on continue de croire que la présidentielle se tiendra dans les délais fixés par la Constitution. Ainsi, les plateformes naissent avec pour objectif de préparer les 10 scrutins. Le G7 et l'Alternance pour la République ont déjà plébiscité Moïse Katumbi comme leur candidat à la présidentielle. Un choix qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Nous pensons que l'opposition doit faire extrêmement attention. Il ne faut pas qu'elle joue, qu'elle se livre au jeu du pouvoir, qu'elle fasse le jeu du pouvoir. Comment cela? Nous nous affirmons jour et nuit, comme je viens de vous le dire, que pour nous, il faut respecter la Constitution, il faut les élections dans le délai constitutionnel. Ça ne serait pas conséquent que nous ne nous préparions pas aux élections, comme si nous attendions un certain glissement. L'interprétation des articles 70 et 73 de la Constitution portant sur la fin du mandat du président de la République divise profondément la classe politique. Le 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur de la majorité présidentielle. Le président de la République en exercice, Joseph Kabila, ne quittera son poste qu'à l'installation d'un nouveau président élu. Je ne vois pas le pays sombrer, je ne vois pas le pays en train de disparaître parce que nous n'avons pas terminé ce que nous devons faire. Le processus électoral en RD Congo suscite diverses questions sur le futur du pays. La grande question est celle de savoir que faire pour que le pays sorte de cet imbroglio. Les observateurs s'accordent que le dialogue politique convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila avec l'ancien Premier ministre Edem Kodjo comme médiateur désigné par la Commission de l'Union africaine est une opportunité pour la classe politique congolaise de trouver une solution à la crise électorale actuelle. Trésor Kimangula, est-ce que d'après vous, il est encore temps d'organiser cette élection avant la fin de l'année 2016? C'est mal parti, parce que le calendrier global des élections a été publié depuis plus d'1 année. Et à ces jours, aucune échéance majeure n'a été respectée. Il y avait des élections locales, provinciales qui étaient prévues en octobre 2015, qui n'ont pas eu lieu. Et la révision du fichier électoral, qui est une contrainte technique qui se pose avant d'organiser cette présidentielle au mois de novembre, le 27 novembre 2016, n'a pas eu lieu non plus. Donc, techniquement, lorsqu'on interroge plusieurs experts électoraux, ils nous disent que l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels aujourd'hui en RDC est quasiment impossible. Qui est responsable de ces retards pris dans le processus électoral? Plusieurs acteurs sont responsables, principalement le gouvernement, parce que lorsqu'on observe bien les budgets, lorsque le pouvoir Kabila est réélu en 2011, le président Kabila est réélu en 2011, les budgets qui est voté impose au gouvernement de mettre de côté chaque année 250 millions de dollars pour financer les processus électoraux. Le processus électoral de 2016 à venir. Mais lorsqu'on arrive une année, quelques mois avant les élections, le gouvernement dit qu'il n'a pas l'argent. Voilà. Et à cela, le gouvernement explique qu'il y a eu la rébellion à l'est du pays entre 2009 jusqu'en 2013 qui a coûté l'argent parce qu'il fallait payer les militaires, il fallait acheter peut-être aussi des armes. Et cela n'a pas pu permettre au pays de prévoir des sommes, des fonds suffisants pour préparer les élections. Mais il y a aussi, si on cherche des responsables, on peut aussi interroger les élus parce qu'aujourd'hui, la CENI, la Commission électorale indépendante, attend encore des lois notamment sur la répartition des sièges à l'Assemblée provinciale, parce que le pays a été, entre-temps, les pays avaient encore des contraintes pour organiser des élections, mais le pays a ajouté le découpage territorial. Le pays est passé de 11 provinces à 26 provinces, ce qui implique une nécessité d'une législation qui répartit les sièges des assemblées provinciales. Donc tout ça n'a pas été fait et la CENI se trouve à la fois bloquée au niveau de l'argent et elle n'a pas non plus l'arsenal juridique pour organiser les élections. Jean-Marie, ce manque de fonds alloués au processus électoral, c'est une mauvaise gestion ou c'est un manque de volonté d'aller vers ces élections?
Moi, je dirais, Fanny, sont les deux. Sinon, en Afrique, nous déplorons ici, sur ce plateau, c'est que les échéances sont connues à l'avance. Personne ne peut être surpris là-dessus. Il y a notre invité qui vient de parler, si vous voulez, des fonds qu'il y avait à mettre de côté. Quand vous avez en comptabilité, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle, ou en finance, ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire des provisions. Dès l'instant qu'il est constaté, c'est-à-dire financièrement et juridiquement, que les fonds nécessaires pour pouvoir assurer le bon déroulement du processus électoral n'y sont pas, c'est au gouvernement, si vous voulez, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé au moment de l'élection du président de la République, M. Kabila. Et dans un second temps, on nous parle maintenant de l'aspect juridique, qui est le fait que la CENI attend aujourd'hui des lois qui auraient dû être votées par le gouvernement et évidemment par le Parlement. Mais on n'a avancé pas d'un iota là-dessus. Donc dès ce moment-là, l'opposition est tout à fait, de mon point de vue, c'est-à-dire dans son droit de réclamer que les élections se tiennent à la date fixée préalablement. C'est au gouvernement maintenant de voir quels sont les moyens à mettre en œuvre. Non seulement législativement, le volet législatif n'a pas été assuré, le volet financier non plus n'a pas été assuré, mais maintenant, on va imposer au peuple congolais, c'est-à-dire le fait que, comme il n'y a pas d'argent pour pouvoir voter, on ne vote pas et le président qui est en place reste en place. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous votons nos constitutions? Si nous-mêmes, nous sommes les premiers à pouvoir les piétiner. Là, je ne parle même pas, si vous voulez, du changement de constitution. Je parle tout simplement du respect, c'est-à-dire de la constitution qui est la loi fondamentale de chaque État dans le monde. Si vous ne respectez pas votre propre constitution, ça veut dire que vous ne respectez pas votre peuple. Donc, à partir de là, le gouvernement, de mon point de vue de la RDC, a très, très mal géré, si vous voulez, ces échéances, ces différentes échéances-là. Comme le disait notre invité, pourquoi rajouter des élections alors que vous savez qu'en bout de course, vous n'aurez pas les moyens financiers pour faire, comment dirais-je, pour faire se dérouler l'élection présidentielle qui est l'élection fondamentale. Jean-François, mais si l'argent n'est pas là, comment l'opposition fait-elle pour obliger le gouvernement à organiser ces élections? Nous sommes dans une situation de blocage aujourd'hui. Il a été rappelé tout à l'heure, et je pense que la situation sur le terrain a été parfaitement explicitée par notre invité. Élevons un tout petit peu le débat au-delà de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la République démocratique du Congo seulement qui rencontre ces difficultés. Il y a, de mon point de vue, on hésite entre vos deux questions que vous aviez posées tout à l'heure. D'abord, est-ce qu'il y a un curé de l'État ? Je dis, mais il doit y avoir un curé de l'État, on le sait depuis longtemps. Et puis, dans le cas de la République démocratique du Congo, nous avons un gouvernement qui est attaché à sa souveraineté comme à la moindre de ses sourcils, notamment sur les questions de sécurité, et se trouve aujourd'hui à la merci de la communauté internationale en train d'aller mendier de l'argent pour organiser des élections. C'est quand même une situation assez paradoxale. Et quand on y rajoute cette fameuse question du fichier électoral, c'est le signe flagrant de la défaillance de l'État, de nos États depuis les indépendances. Quel État ne sait pas maîtriser sa population en nombre, en répartition territoriale? Ça se fait tout simplement à travers les fichiers d'état civil. Un enfant né, vous l'enregistrez, et après, 18 ans plus tard, vous savez qu'il a acquis la majorité. À partir de ce moment-là, il s'inscrit sur une liste électorale. On est dans une situation assez ubuesque, où on est à l'approche des élections, en train de se dire, mais finalement, sur qui nous régnons depuis que nous étions président de la République ou parlementaire? C'est quand même assez choquant quand on est africain, et puis c'est désespérant d'une certaine manière. Mais la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'on était dans une situation de blocage, c'est que l'opposition a certes raison, mais comment on sort de l'impasse aujourd'hui pour pouvoir récupérer le temps qui a été perdu et pour pouvoir trouver de l'argent pour aller organiser dans les délais constitutionnels ce qui devrait se faire? Et je pense que de ce point de vue-là, ceux qui ont organisé, parce que d'une certaine manière, et c'est la deuxième thèse, c'est pas tout à fait de l'incurie, c'est une forme de cynisme politique. C'est organisé depuis longtemps pour qu'on aille de glissement en glissement vers une situation de blocage. Et dans une situation de blocage, évidemment, demain, on nous dira, ce n'est pas la Constitution qui peut s'appliquer, il faut qu'on sorte de cette situation de blocage pour rétablir la légalité constitutionnelle et l'appliquer. Donc on est dans cette situation de blocage aujourd'hui où personne n'a la solution à part ceux qui ont organisé ce jeu d'échecs, qui ont la prochaine étape dans la tête.
Trésor Kibangula, qu'est-ce que ça impliquerait aujourd'hui concrètement que l'élection ne se tienne pas dans les délais constitutionnels? Les risques de replonger les pays dans les chaos. Parce que la Constitution de 2006, dont il est question ici, a été les fruits d'un consensus, d'un compromis politique de 2003. Les pays étaient à l'époque morcelés entre l'Est qui était dirigé, contrôlé, gouverné par une rébellion, les Nord par la rébellion de Jean-Pierre Mbemba qui se retrouve aujourd'hui devant la Cour pénale internationale et le reste du pays qui dépendait encore de Kinshasa. Donc, tous ces belligérants se sont retrouvés entre 2002 et 2003 à San Suu en Afrique du Sud pour notamment mettre fin à la guerre, réunifier les pays et mettre sur pied une constitution. Cette constitution actuelle qui, dans ses règles, dans ses dispositions, a posé les principes de l'alternance au pouvoir. Un chef d'État, un président élu est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc si ces délais, ces principes n'est pas respecté, les pays, la République démocratique du Congo, risquent encore une fois de se retrouver dans une guerre civile. On ne sait pas ce qui va se passer demain dans les Katanga ou dans la partie est du pays qui est souvent en proie à des groupes armés. Parce que là, en plus, la Cour constitutionnelle vient de livrer son verdict concernant l'interprétation de l'article 70. Donc, il confirme que le président Joseph Kabila pourrait rester si l'élection n'a pas lieu avant la fin 2016. Qu'est-ce que cela signifie comme conséquence ? Moi, j'ai eu la chance, parce que beaucoup cherchent encore aujourd'hui à avoir cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai eu la chance, à travers mes sources, de lire l'arrêt de la Cour. En parcourant cet arrêt de la Cour, on comprend que, d'ailleurs, dans ses exposés des motifs, la Cour dit l'article 70 de la Constitution est clair et n'implique en principe aucune interprétation. Qu'est-ce qu'il dit l'article 70? L'article 10 de la Constitution déjà dit que les présidents en place, en fonction, restent jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, la Cour n'a fait que paraphraser une disposition constitutionnelle qui existait déjà. Mais ce n'était pas ça la question. Si aujourd'hui l'opposition réclame la tenue des élections dans les délais constitutionnels, parce que la Constitution elle-même dit que la CENI doit convoquer les corps électoraux 70 jours avant la fin du mandat du président actuel. Donc pour qu'on arrive au remplacement du président actuel, il faut que l'élection soit tenue dans les délais. Donc cet arrêt de la Cour, sans le dire, offre je peux dire à la majorité présidentielle l'occasion de se réjouir pour dire que le président actuel peut rester au-delà de son mandat. Mais ce n'était pas ça l'esprit, je pense, de la Constitution. Un dernier mot. Oui, et je voudrais dire, notre invité nous cite l'article 70. Moi, j'ai eu aussi l'occasion de lire la Constitution. Il y a l'article 75 qui pose problème. Vous avez l'article suivant, l'article 76 aussi qui pose problème. Donc, de mon point de vue, nous nous trouvons dans une interprétation soit du juridisme ou alors du constitutionnalisme basique et primaire. Parce que, vous savez, en droit, on peut faire dire à un article de loi son pour et son contraire complètement. Donc, vas-y, Jean-François. Non, mais vraiment, je ne peux pas résister quand on jette comme ça de l'opprobre sur le droit et les juristes. Nous avons le cœur de cette affaire. C'est une affaire politique. Et on fait jouer à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt politique. C'est pas une interprétation. Quand on interprète une disposition de la Constitution, on l'interprète dans son contexte et dans son système. Son contexte, c'est quoi? Ce sont les autres articles de la Constitution. On ne se focalise pas seulement sur une disposition. Cette disposition... Il y a la 75 et la 76. Voilà. Mais donc, finalement, nous sommes d'accord. Donc, c'est bien. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le deuxième sommet régional sur la sécurité a eu lieu samedi 14 mai à Abuja, au Nigeria, en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. À cette occasion, il a été rappelé l'importance d'une coopération entre les blocs régionaux, mais surtout la nécessité de lutter contre la radicalisation des jeunes. Et au Sénégal, Modou Diagne Fada vient de créer son propre parti politique. Il prend le nom de LDR, les démocrates réformateurs Yessal. Pour rappel, Modou Diagne Fada est un ancien membre du comité directeur du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.